peux lancer. C'est bon pour vous? Bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant de débuter cette audition, il nous faut d'abord procéder à quelques nominations de rapporteurs sur les 3 propositions de loi que notre commission va examiner la semaine du 2 décembre prochain, en prévision, comme vous le savez, des textes inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du 12 décembre prochain dans le cadre de la journée réservée du groupe socialiste. Premièrement, sur la proposition de loi qui porte sur l'accélération de la rénovation énergétique des logements, j'ai été saisie de la candidature de M. Stéphane Delautrette. S'il n'y a pas d'opposition, donc M. Stéphane Delautrette est désigné rapporteur sur cette proposition de loi. Deuxième proposition de loi qui vise à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge. Je suis informée de la candidature de M. Philippe Brun. En l'absence d'opposition, M. Philippe Brun est désigné rapporteur sur cette proposition de loi. Troisième proposition de loi qui vise à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer. Je suis là aussi saisie de la candidature de Mme Béatrice Bellé. Là encore, puisque je ne constate pas d'opposition, Mme Béatrice Bellé est à son tour désignée rapporteure sur cette proposition de loi. Nous passons à présent à l'audition elle-même et nous remercions et accueillons cet après-midi Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, pour évoquer sa feuille de route ministérielle, la situation énergétique de notre pays et les perspectives budgétaires pour l'an prochain. Et quelques mots préliminaires. D'abord, s'agissant du projet de loi de finances 2025, dont nous ne pourrons pas, hélas, nous-mêmes examiner en séance la seconde partie sur les dépenses, notre commission avait constaté plusieurs évolutions que plusieurs d'entre nous avaient jugées inquiétantes et qu'on s'était forcé en partie de corriger. Notamment, nous avions noté, par exemple, une baisse de plus de 35% des aides à l'acquisition de véhicules propres, alors même que les constructeurs automobiles français, en tout cas un grand nombre, disent avoir absolument besoin du maintien de ces aides pour démocratiser l'accès aux véhicules électriques et faire face à la concurrence. Je pense évidemment aux constructeurs chinois. Il y a eu aussi des inquiétudes vis-à-vis de la baisse prévue de plus d'un tiers des crédits de l'ADEME. Cette baisse qui risque en effet de se traduire par une réduction des moyens accordés au fonds chaleur, pourtant essentiel, comme vous le savez, pour soutenir dans les territoires les projets de production de chaleur d'origine renouvelable. De même, à propos encore de la transition écologique, en fait, il y a eu un vote à la majorité des députés dans cette commission contre la baisse prévue des crédits du fonds vert, il y a même eu un vote pour rehausser de 500 millions par rapport à la première proposition du gouvernement. Je pense aussi que nous aborderons, et je le souhaite en tout cas, aborder avec vous l'accès des ménages et des entreprises à une énergie à prix raisonnable, abordable. C'est d'ailleurs ainsi qu'a été voté par une majorité des députés ici. Il y a eu un vote contre les baisses prévues du budget pour le chèque énergie. Et il me semble enfin impératif de rechercher des moyens efficaces pour réduire la précarité énergétique, vous le savez, d'un trop grand nombre de nos concitoyens, 12 millions de personnes, qui évidemment ont du mal à boucler leur fin de mois et à faire face à des factures d'énergie devenues trop lourdes. Avant de vous entendre, j'ai également une interrogation à propos du calendrier législatif, puisque la loi énergie-climat de 2019 prévoyait qu'une loi de programmation pour l'énergie et le climat, la LPEC, soit adoptée avant le 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans. Pouvez-vous présenter à notre commission, et je ne doute pas qu'il y aura des questions et des interventions de groupe dans ce sens, pouvez-vous nous présenter le processus que vous avez finalement retenu et qui semble, pour l'instant en tout cas, écarter l'intervention du Parlement? Voilà, je vous remercie pour votre présence. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons, comme d'habitude, les orateurs de groupe, chacun pour 3 minutes maximum, pour vous laisser ensuite la parole à chaque fois pour répondre aussitôt, au moins 1 minute. Et nous entendrons ensuite les orateurs individuels. Alors, on a un nouveau système, c'est 1 minute par question et votre réponse directement pour 1 minute. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous cède la parole, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Aurélie Trouvé, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de m'accueillir dans votre commission pour la première fois de cette nouvelle législature en tant que ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Ce sera l'occasion pour moi de vous présenter les principaux points de ma feuille de route et de revenir sur les enjeux budgétaires actuels et bien évidemment de répondre à vos questions.
Sur la feuille de route, tout d'abord, nous le savons, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique sont les défis du siècle. Et c'est aussi pour notre économie un enjeu et un défi majeur, puisque 80% de nos emplois dépendent de notre capital naturel. Et vous le savez, mesdames et messieurs les députés, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Les scientifiques le démontrent, rapport après rapport. Si nous n'agissons pas, les effets du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité seront bien plus douloureux et bien plus coûteux pour ceux qui sont soucieux des finances publiques que les efforts que nous devons consentir aujourd'hui. Regardons la réalité des chiffres. Entre 2011 et 2020, le climat mondial s'est déjà réchauffé de 1,1 degré par rapport au niveau pré-industriel. Je prends à dessein une période longue, ce qui évitera de dire qu'il y a des effets, je dirais, qui seraient mal embrassés. Là, on est bien sur une période 2011-2020, donc on ne se trompe pas, par rapport au niveau pré-industriel. Et au cours des 50 dernières années, la taille moyenne des populations d'animaux sauvages a diminué de l'ordre de 70%. C'est à peu près le même chiffre depuis les années 70 sur les vertébrés. Donc, ce qui est un signal, je pense, assez majeur d'appel à l'action. Voilà l'ampleur de l'urgence qui est la nôtre et l'ampleur de la course contre la montre écologique. Il est donc urgent d'agir, c'est ce que nous faisons et je tiens à souligner que nous ne sommes pas les seuls à le faire dans le monde, puisque j'entends parfois des interrogations sur l'activité d'autres géographies. L'Union européenne est aujourd'hui en mouvement, mais pas seulement. La Chine avance très vite et un certain nombre d'autres géographies avancent aussi. Donc attention à la présomption, à l'arrogance, à ce qui pourrait nous faire penser que nous sommes les seuls à être en mouvement. Et en particulier en matière économique, puisqu'il y a aussi des enjeux de guerre économique sous-jacents à cette transition écologique. Je le dis puisque nous sommes à la commission Affaires économiques. Je n'avais pas forcément anglais mon propos de la même manière à la commission des DAT qui m'a également auditionné il y a quelques semaines. Dès ma prise de poste, dans le prolongement de ce qu'avait annoncé le Premier ministre Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale, nous avons souhaité finir le travail entamé sur la planification écologique par les précédents gouvernements. Cette planification, elle est essentielle parce que pour réussir notre transition écologique, il faut réunir différents facteurs, au premier rang desquels donner de la visibilité sur notre stratégie. Les commissaires aux affaires économiques que vous êtes le savent, la planification, c'est un plan secteur par secteur qui permet aux entreprises, aux collectivités, aux citoyens, aux associations de savoir où nous allons afin de pouvoir eux aussi planifier secteur par secteur leur investissement, leur transformation, leur transition. Nous devons mobiliser et concentrer l'argent public, mais aussi privé, comme jamais depuis des décennies. Il va falloir faire rimer des objectifs présentés trop longtemps comme contradictoires, alors que, nous le savons, transition écologique doit rimer avec réindustrialisation et souveraineté. En tout cas, c'est ma feuille de route. La planification, elle produit aussi des effets. L'année dernière, nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 5,8% et depuis 2017, nous avons non seulement rattrapé le retard dans la baisse des émissions de nos prédécesseurs, mais également tenu nos propres engagements. Cette planification repose sur deux piliers. La baisse des émissions de gaz à effet de serre d'un côté, avec la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, j'y reviendrai. Ce sont des textes que beaucoup ici connaissent pour avoir contribué à les élaborer. Et l'adaptation au changement climatique de l'autre, avec le plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC. Sur ce plan, d'abord, il contient 51 mesures pour préparer notre pays à une hausse de température de 4 degrés d'ici la fin du siècle, qu'il s'agisse d'adapter nos conditions d'études, de travail ou les établissements de santé aux canicules ou d'adapter nos villes à tout type de risques, submersion marine, inondations, fortes précipitations, etc. Il se fonde sur une trajectoire de réchauffement de référence de 4 degrés qui vise à servir de standard pour les actions d'adaptation menées dans notre pays. Pourquoi cette trajectoire ? Ce qui est une nouveauté très importante. D'abord parce que la France se réchauffe plus vite que le reste de la planète, c'est une donnée objective, et parce que là aussi, les experts nous disent que lorsqu'on somme l'ensemble des actions aujourd'hui déclarées par les États, nous avons un réchauffement qui s'établit à 2,7 degrés
pour l'ensemble de la planète, soit 4 degrés pour la France. Et donc, nous tenons bien compte de nos propres efforts d'atténuation et de convergence vers la neutralité carbone en 2050 pour intégrer cette trajectoire d'augmentation du réchauffement climatique sur la France et en tenir compte pour notre action. Je rappelle qu'en la matière, cette trajectoire, elle doit nous servir de standard donc, pour tous nos aménagements et qu'1 euro investi dans l'adaptation, c'est 7 à 8 euros de dommages évités demain. C'est important parce que ce sont des chiffres qui sont construits sur la réalité des dommages passés. Et donc, on peut imaginer que ce retour sur investissement, entre guillemets, même si dans les circonstances, c'est peut-être pas forcément le bon terme, va être appelé à augmenter. Sur la stratégie nationale bas carbone et la PPE ensuite, ces textes doivent permettre à notre pays de tenir de grands objectifs. La neutralité carbone en 2050, ce qui suppose de rehausser notre baisse des émissions de gaz à effet de serre brut à moins 50% à horizon 2030. C'est la déclinaison immédiate de l'objectif de moins 55% de l'Union européenne, puisque vous le savez qu'il est décliné différemment pays par pays, que nous sommes une réduction brute et que le chiffre européen est sur du net. Deuxième élément, la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles d'ici la moitié du siècle. La programmation pluriannuelle de l'énergie détaille pour sa part de manière opérationnelle la transformation profonde de nos modes de production et de consommation d'énergie pour les 10 ans à venir. Elle donne aussi une perspective à horizon 2050. Elle s'inscrit dans le prolongement du très gros travail futur énergétique réalisé par RTE qui simule l'ensemble de notre système électrique et qui s'appuie sur d'autres travaux sur l'ensemble de notre système énergétique et qui démontrait déjà combien l'opposition entre énergie nucléaire et renouvelable était factice. L'enjeu, vous le connaissez, c'est le passage d'une consommation d'énergie fondée à environ 60% sur les énergies fossiles à une consommation qui soit fondée autant que possible sur des énergies décarbonées, nucléaires comme renouvelables. Et donc notre objectif, c'est d'être à 60% d'énergie décarbonée dès 2030. Inverser les proportions, voilà l'ambition de cette nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie à horizon 2030. Notre stratégie énergétique s'appuie sur 4 piliers. Sobriété énergétique, c'est-à-dire le changement de comportement et la juste utilisation des ressources, la suppression du superflu. L'efficacité énergétique, deuxième élément, la décarbonation des usages du quotidien avec en particulier la rénovation des logements et l'électrification des usages. Troisième élément, l'accélération du développement des énergies renouvelables, électriques comme non électriques. Nous avons un tropisme très électrique en France. Il se rappelle quand même que c'est à peine un tiers de notre production énergétique. Donc il faut penser aux 2 tiers restants qui sont les plus carbonés. Nos objectifs en la matière sont ambitieux. 45 gigawatts horizon 2050 pour l'éolien en mer, dont 18 gigawatts d'ici 2035. Multiplié par 6 la capacité installée d'ici 2035 pour le photovoltaïque, réinvestir dans l'hydroélectricité. Je salue sur ce sujet le travail mené par les députés Philippe Bolo et Marie-Noëlle Battistel, doubler la consommation de chaleur renouvelable et de récupération d'ici 2035. Quatrième pilier, la relance du secteur nucléaire, notamment à travers l'augmentation d'ici 2030 de notre production nucléaire, avec un objectif à 360 TWh dans la PPE et un objectif donné à EDF de 400 TWh. La poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires après 50 puis 60 ans, tant qu'évidemment les exigences de sûreté sont respectées. Le programme de construction de 6 EPR2 porté par EDF, notamment à Penly, Gravelines et Bugey, avec 8 réacteurs supplémentaires à l'étude. C'est EDF qui poursuit ses études et qui nous donnera son orientation en 2026. Je tiens à préciser ce point puisque nous sommes en soutien, mais c'est aussi une analyse industrielle et énergétique qui est portée par EDF et par la poursuite de la stratégie de retraitement et de valorisation du combustible nucléaire en prévoyant notamment le renouvellement des usines, de l'aval du cycle du combustible et la sécurisation de l'amont. Pour soutenir la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles, il faudra aussi envoyer des signaux de prix et de marché cohérents. L'objectif est évidemment que notre action permette que les solutions décarbonées soient
plus compétitives que les solutions carbonées. Donc il faut commencer par avoir une fiscalité qui va dans ce sens. Cela suppose notamment de s'attaquer à l'épineuse question des niches brunes, ce qui est la transition parfaite pour évoquer avec vous la question du budget du ministère pour 2025. Dans ce budget, effectivement, nous touchons à des niches brunes. L'augmentation du malus automobile, avec la suppression du taux réduit de TVA à 5,5 sur l'installation de chaudières à énergie fossile. Je précise que la réparation est toujours au taux réduit, évidemment. Une mesure portée depuis longtemps par nombre d'entre vous ici, avec l'augmentation de la fiscalité sur les billets d'avion à hauteur d'1 milliard d'euros. J'ajoute prendre note de l'adoption par les sénateurs de la Commission des finances, après la position qui a été exprimée par l'ensemble des députés, enfin des groupes ici, de la suppression de la hausse de la taxe sur l'électricité au-delà de son niveau d'avant-crise, ainsi que du rehaussement proposé, encore une fois, au Sénat et en commission, de la fiscalité portant sur le gaz. J'ajoute également attendre le rapport des inspections sur les subventions nocives à l'environnement qui permettra de poursuivre cette analyse des niches brunes et qui est une manière aussi de retrouver du financement pour porter une ambition écologique. Au-delà de cette question, dans ce budget, je ne vous surprendrai pas en vous disant que, comme tous les autres ministres, je fais des efforts sur les finances publiques, tout simplement, et je crois que le Premier ministre l'a très bien dit encore aujourd'hui aux questions au gouvernement, parce que payer plus d'intérêts à nos prêteurs, ce n'est pas un bon usage de l'argent public, et que le sujet, c'est de rétablir aussi la confiance et de s'assurer que notre taux d'intérêt ne progresse pas, parce que ça sera autant d'argent qui sera en moins pour les politiques publiques. Si je compare à la prévision de consommation 2024, ce qui me paraît la meilleure approche compte tenu des gels et annulations de crédits très importants en 2024 et au fond d'un budget qui n'est pas forcément lisible en première analyse, cela donne dans le détail un soutien aux énergies renouvelables qui retrouve son niveau d'avant-crise, soit en hausse de 4,6 milliards d'euros compte tenu de la baisse importante du prix de la fourniture d'électricité. Deuxième élément, ma prime Rénov' qui voit son enveloppe en ligne avec l'exécution de 2023 et en hausse par rapport à la prévision d'exécution de 2024 d'un ordre de grandeur qui pourrait être de 30%. Le fonds Barnier qui augmente également de 30% avec les 75 millions d'euros qui ont été présentés par amendement gouvernemental, alors annoncés à l'Assemblée nationale et présentés ou qui seront présentés au Sénat. À l'inverse, le fonds d'intervention de l'ADEME, dont le fonds chaleur, mais il y a également le fonds économie circulaire qui recule de 34%, l'électrification des véhicules de 66%, ce qui nous repositionne ces enveloppes plutôt sur des niveaux d'avant-crise. Et quand je parle d'avant-crise, c'est avant-crise énergétique, avant-crise Covid. Et enfin, le fonds vert, qui est un fonds qui a été créé en 2023, donc sur lequel on ne peut pas estimer qu'on a une grande trajectoire d'antériorité et qui s'établit à 1 milliard d'euros, soit un retrait par rapport à l'année 2024 de 60%. Mesdames et messieurs les députés, je me suis principalement cantonnée au sujet qui intéresse votre commission, en particulier l'énergie. Vous le savez, mon ministère a évidemment d'autres priorités à l'ordre du jour des prochaines semaines et des prochains mois. Elles ont été largement évoquées en commission des DAT. Je pense à tout ce qui tourne autour du plan eau, à ce qui tourne autour de la feuille de route sur les captages d'eau, à la grande conférence nationale sur l'eau, à l'affichage environnemental sur les produits textiles et sur les produits alimentaires dans le prolongement des lois AGEC et climat résilience, un choix politique fort en faveur de l'information des consommateurs, à la poursuite du plan interministériel sur les PFAS qui a été lancé en avril, à la réflexion également qui doit être menée sur le ZAN, qui est un sujet qui vous intéresse, notamment sur les installations. Il s'agira d'avancer avec les collectivités sans revenir sur l'ambition du dispositif, promouvoir la sobriété foncière, préserver la qualité de nos sols et protéger la biodiversité. Je rappelle que l'artificialisation, c'est aussi une cause d'inondation. De manière générale, mon action sera guidée par deux grands impératifs. L'enjeu du bien-être des Français. Je mesure les attentes, voire la colère des classes moyennes et populaires qui travaillent. Mon ambition est de porter une écologie qui soit populaire, qui ne soit pas perçue comme un produit de luxe ou comme un produit de grande métropole. Une écologie qui s'attache au quotidien,
qui remet au centre du jeu la santé, parce que l'écologie, et vous l'entendez sur le terrain, peut susciter le rejet de certains Français, mais lorsqu'ils vous parlent, ils vous parlent de qualité de l'eau, de qualité de l'air, de qualité de leur alimentation, et ça, c'est de l'écologie. Et bien entendu, nos déplacements et notre cadre de vie. Cela concerne aussi le pouvoir d'achat, mais cela va bien au-delà. Deuxième élément, l'enjeu de la réindustrialisation. Nous ne devons pas renoncer à bâtir une écologie du partage de la valeur qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi sur les territoires et qui permet à notre pays de recouvrer notre souveraineté sur les filières industrielles clés de la transition. Je voudrais ajouter évidemment sur les filières agricoles aussi. La transition écologique, je l'ai dit rapidement en introduction, c'est un enjeu économique. La Chine l'a bien compris. Elle en fait un objet de guerre économique. Elle accélère. À nous de savoir défendre notre vision, nos sites, nos technologies, nos emplois et nos filières. Et vous le savez, le gouvernement est engagé avec le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie et la ministre déléguée à l'énergie. Mesdames et messieurs les députés, je ne serai pas plus longue. Je suis à votre écoute pour répondre aux différentes questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous passons maintenant aux orateurs et oratrices de groupe. Pour le Rassemblement national, Monsieur Maxime Amblard. Madame la Ministre, la crise énergétique que nous traversons est d'une gravité historique. Elle n'est pas simplement le produit de conjonctures internationales défavorables, mais bien le fruit d'une irresponsabilité politique chronique nourrie par un conformisme déconcertant aux dogmes bruxellois et une soumission répétée aux intérêts allemands. L'abandon de notre joyau nucléaire à valeur d'autopsie de notre souveraineté énergétique, sacrifiée sur l'autel de la politique ultralibérale européenne. Vous avez choisi de délaisser la noble maxime « gouverner, c'est prévoir » pour l'impuissant qui aurait pu prédire. Force est de constater qu'aucun des gouvernements auxquels vous avez appartenu n'a su prévoir, raison pour laquelle aucun n'a su gouverner. Nous pourrions aisément dresser l'anatomie de vos erreurs stratégiques. Le prix de marché dicté par le coût marginal du dernier moyen de production appelé, l'empoisonnement d'EDF via l'Arenh ou les milliards dilapidés dans des énergies renouvelables intermittentes et inefficaces. Ce cocktail explosif a provoqué une inflation structurelle des prix de l'électricité dont nos ménages et nos entreprises subissent les conséquences de plein fouet. Pire encore, vous avez fait prendre à la France un retard dramatique dans la course énergétique. Notre pays, grâce à la vision d'illustres responsables, avait une avance compétitive remarquable. Or, depuis la libéralisation du marché européen de l'électricité en 2007, censé baisser les coûts grâce au principe devenu quasi religieux de la concurrence libre et non faussée, les Français n'ont connu que l'explosion des prix. En 2019, la Commission de régulation de l'énergie, dans un excès de zèle bureaucratique, a même revu le tarif réglementé, non pas pour favoriser les consommateurs, mais pour augmenter les prix afin de rendre la concurrence viable. Le prix du kilowattheure a plus que doublé depuis 2007, avec une augmentation de 137%. Derrière ces chiffres se cachent des drames sociaux. Plus d'1 million de foyers peinent à payer des factures, un chiffre en hausse de 49% depuis 2019. Les victimes de vos politiques sont aussi nos industries, particulièrement dans les secteurs énergo-intensifs, pour lesquels le coût de l'électricité a doublé entre 2019 et 2023. Sous l'effet d'un marché européen obsolète et à bout de souffle, la France a perdu l'avantage compétitif offert par son mix énergétique historique composé de l'énergie nucléaire et hydraulique. Cette pression entraîne nos TPE et nos PME vers la faillite, avec un triste record cette année de 66 000 défaillances d'entreprises. Le dernier exemple de cette hémorragie industrielle est Michelin, contraint de fermer 2 de ses sites, laissant 1250 salariés sur le carreau. Michelin est devenu incapable de rivaliser dans le jeu de la mondialisation face à une concurrence asiatique surproduisant avec des coûts de l'énergie 2 fois inférieurs aux nôtres. Par votre dogmatisme, ce qui aurait dû être un atout stratégique pour l'économie française, un levier de compétitivité et de croissance, s'est transformé en un boulet confinant la France au déclassement. Alors, Madame la Ministre, quand la France s'émancipera-t-elle enfin des dogmes européens pour revenir à la raison avec un prix national de l'électricité aligné sur nos coûts réels de production? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Oui, alors moi j'entends ce que vous dites. J'observe 2 choses. Pour baisser le prix d'une énergie, il faut produire plus et baisser la consommation. C'est très exactement les résultats que nous avons obtenus et ça a fait baisser les prix de fourniture du coût de l'électricité. Donc
baisser notre consommation. Nous sommes aujourd'hui, grâce aux efforts qui sont des efforts de sobriété, d'efficacité énergétique, et qui ne sont pas des efforts, je tiens à l'indiquer, on reviendra sur le sujet de la précarité énergétique, mais le gros des efforts, il est évidemment porté par les gros acteurs, par les collectivités locales, par les industriels, par les grandes entreprises de services, qui ont optimisé leur utilisation de l'électricité et qui sont allés chercher une baisse de l'électricité et d'ailleurs du gaz de 12% et de désormais 13% récurrente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est produire plus. Nous produisons 30% de plus d'énergie renouvelable et 30% de plus d'énergie nucléaire depuis 2022. S'agissant de l'Allemagne, moi, je trouve très intéressant ce que vous dites. Il se trouve que j'ai obtenu 3 arbitrages face à l'Allemagne précisément sur le nucléaire. Donc je pense qu'il faut réviser vos fiches parce que vous n'êtes pas du tout dans l'actualité de ce que nous portons aujourd'hui. Madame la ministre, je sais que l'exercice est difficile, on essaye vraiment de... Voilà, je sais bien. Mais oui, j'ai oublié de vous dire, si vous le souhaitez, en fait, à la fin des interventions de groupe, quand vous ne pouvez pas... exactement, voilà. Donc vous pouvez aussi, voilà, si vous pouvez tenir dans le temps imparti des 4 minutes au total et vous, voilà, vous notez ce qui reste à, voilà, les réponses auxquelles vous souhaitez répondre par ailleurs. Alors ensuite, pour le groupe EPR, Monsieur Éric Bothorel. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, le développement de l'intelligence artificielle est un axe stratégique de notre compétitivité. La France a des atouts dans cette course à l'innovation grâce à l'excellence de ses talents et à des investissements forts. Pour stimuler une offre française d'intelligence artificielle compétitive et renforcer notre autonomie stratégique, il nous faut renforcer la présence de data centers sur notre sol. Je salue à cet égard les annonces réalisées lors du dernier Choose France, puisque 5 milliards d'euros sont prochainement investis pour l'IA et les data centers dans notre pays. Toutefois, l'énergie constitue aujourd'hui la principale problématique pour la croissance de ces acteurs. L'accès à l'énergie est devenu très long, les délais de raccordement des data centers peuvent dépasser les 5 ans et RTE semble saturé. Le coût de l'énergie représente 45% de la facture d'un client de data center et entrave la compétitivité. Pourtant, les data centers bénéficient aujourd'hui d'un taux catégoriel de l'accise sur l'électricité fixé à 12 € les mégawattheures. Il reste toutefois élevé en comparaison des autres taux préférentiels, 2 € pour les installations industrielles au sein des sites industriels électro-intensifs ou 7,5 € pour les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Cette problématique a d'ailleurs fait l'objet d'amendements à l'Assemblée nationale lors du dernier PLF, puisque le groupe socialiste a voulu supprimer ce tarif réduit de l'accise sur l'électricité pour les data centers, au détriment de notre compétitivité et de la réindustrialisation. Au Sénat, enfin, plusieurs amendements ont été déposés, voire adoptés au cours de l'examen du projet de loi de simplification, sur le sujet des tarifs de l'électricité pour les data centers, dont l'article 15 vise justement à faciliter l'essor de ces centres. Ma question, Madame la Ministre, est double. Avez-vous les moyens de prioriser les raccordements électriques de certains projets stratégiques comme les data centers et soutenez-vous la nécessité de garantir un accès à une électricité et un tarif compétitif? Et pourrions-nous, pour ce faire, agir sur un levier de fiscalité énergétique comme l'accise? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député Bothorel, de mettre le doigt sur ce sujet qui est important parce qu'au moment où nous avons besoin de compétitivité dans notre pays et où l'intelligence artificielle est un des enjeux qui peut permettre d'augmenter la productivité et donc la croissance de notre pays, la question des data centers n'est pas une question neutre d'un point de vue économique. Elle n'est pas non plus neutre d'un point de vue énergétique, puisque les data centers sont des installations qui concentrent l'utilisation de l'électricité. Alors, réponse très rapide. 1, oui, le préfet peut mener un exercice de priorisation des projets concernant les raccordements, et cela pourra s'appliquer aux data centers. En tout état de cause, l'implantation de data centers de l'ordre de 500 MW à 1 gigawatt doit être planifiée et faire l'objet d'échanges avec RTE très en amont pour justement être mieux accompagné. Et c'est là où on peut, je dirais, diminuer les délais de raccordement. Ça me paraît très important en matière de compétitivité. 2, oui, l'outil fiscal peut être modulé en fonction des objets. Ça sera probablement une discussion que vous aurez l'année prochaine, puisque c'est un des leviers que nous avons. Je rappelle que dans le coût de l'électricité
pour un consommateur tout venant, le poids de la fiscalité est très important, puisqu'aujourd'hui, on a un coût de fourniture d'électricité qui doit être de l'ordre de 70-75 euros, et la fiscalité peut représenter, en tout cas, par exemple, si on revient aux 36 euros de taux d'assises auxquels on rajoute 20% de TVA, vous voyez que ça représente près de 45 euros de fiscalité. Donc c'est un élément qui pèse évidemment sur le coût de notre électricité et qui peut être un différentiel par rapport à d'autres pays. Merci beaucoup. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Maxime Lenné. Ça y est. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi j'aimerais vous interroger sur la cohérence et la sincérité des discours et des actes du gouvernement auquel vous appartenez. Parce que vous nous avez présenté les objectifs de la PPE et de la SNBC, et en même temps vous nous avez indiqué qu'il y avait des contradictions manifestes avec le budget 2025 que vous soutenez par ailleurs. La PPE parie sur la rénovation énergétique, sur l'électrification des usages, sur le fonds vert, sur le fonds chaleur, et puis il se trouve que dans le budget, on a moins 60% sur MaPrimeRénov', la même chose sur le fonds vert, moins 500 millions sur le fonds chaleur, moins 700 millions sur l'électrification des véhicules. Même chose, vous vous obstinez dans des paris sur le nucléaire, qui sont des paris technologiques, industriels, financiers. Alors je ne parle même pas des petits réacteurs innovants qui sont de pure licorne, mais pour les EPR2, tout le monde sait qu'ils arriveraient de toute façon trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique, et quand bien même on en ferait 6, et pourquoi pas 14 d'ici 2050, il y en aurait 56 à remplacer à la même période, au même moment. Et pour quel prix? Eh bien ça, on ne le sait pas, c'est ce que j'ai montré dans le rapport que j'ai rendu pour la Commission il y a maintenant 3 semaines. Sur les renouvelables, c'est quand même un peu original. On a une PPE qui ne prévoit pas d'objectif pour les renouvelables, alors que l'Union européenne nous assigne un objectif de 44%. Et la mauvaise loi d'accélération sur les renouvelables que vous avez fait voter il y a maintenant 1 an et demi, vous n'avez toujours pas pris plus de la moitié des décrets d'application. C'est dire que vous n'y croyez pas vous-même. Alors comme tout ça ne va pas marcher, qu'est-ce qu'on trouve dans la PPE? Un pari sur les technologies de captage et de stockage du carbone, des technologies qui ne sont pas du tout matures, qui coûteraient très, très cher et qui ne sont finalement qu'une fuite en avant du capitalisme. Et puis là, on a découvert dans les journaux que vous venez de découvrir, ou vous faites semblant, je ne sais pas, que la loi énergie-climat qui a été votée en 2019, quand vous étiez secrétaire d'État, vous impose de faire voter une loi de programmation pour que la PPE puisse s'appliquer. En fait, vous appartenez au 4e gouvernement hors la loi depuis juillet 2023 sur cette question. Dernière chose sur le mécanisme qui doit prendre la suite de l'Arenh existant, alors qui est l'article 4 du projet de budget. On a une promesse de prévisibilité et de modération des prix, et ça c'est entièrement faux, comme je l'ai montré là aussi dans mon rapport. En vérité, vous avez fait le choix du tout marché et les factures pourraient grimper de 10%, les factures d'électricité en 2026. Une autre phase de l'accord de l'État et d'EDF, c'est l'échec total sur les électro-intensifs et les dispositifs de CAPEN, les contrats d'allocation de production nucléaire. Et là, on a aussi un double discours, puisque M. Armand, dans la presse, dit qu'il est prêt à renégocier, alors que, ayant posé la question à votre ministre de tutelle, Mme Givernet, elle nous dit que c'est impossible de renégocier. Alors, je vais finir par ces questions. Qui faut-il croire? Que faut-il croire? Malheureusement, rien ni personne dans votre gouvernement, je le crains. Merci Madame la Ministre pour 1 minute 15, mais vous pourrez aussi donc répondre de façon complémentaire à la fin, si vous le souhaitez. Je ne vais pas revenir sur les chiffres du budget, juste dire que MaPrimeRénov', c'est plus 30% par rapport au consommé, donc attention aux chiffres que vous articulez. S'agissant du pari sur le nucléaire, parce que je pense que c'est un point intéressant, vous dites que ça arrivait trop tard. Simplement, moi je constate qu'on a une augmentation massive de la production du nucléaire cette année, par exemple, et l'année dernière, et qu'on le voit sur les effets prix au niveau européen. Et donc, lorsqu'on augmente de 30% la production du nucléaire, ce qui est un fait donné, 30% la production du nucléaire entre 2022 et 2030, c'est notre objectif. Il est possible qu'on l'atteigne bien avant. Eh bien, ça fait une énorme différence en termes de régime énergétique. Nous avons jamais autant exporté cette année grâce au nucléaire. Nous avons aussi augmenté la production du renouvelable de 30%, donc un partout, balle au centre. Ce qui prouve d'ailleurs notre sérieux sur les sujets, c'est-à-dire que la loi accélération, elle a sorti les décrets les plus importants, et cela se voit sur le territoire dans l'augmentation massive des projets. Ça se voit aussi sur le budget, puisque le budget qui correspond aux énergies renouvelables augmente de 4,5 milliards d'euros, comme je l'ai indiqué. Merci à vous. Maintenant, pour le groupe socialiste, Monsieur Karim Benbrahim. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre.
La dette écologique alimente la dette financière. L'une ne peut être opposée à l'autre. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a déclaré faire du combat contre ces deux dettes la boussole de son action politique. Pourtant, le budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui en discussion au Sénat emprunte le chemin contraire. Vous-même avez déclaré le 18 octobre dernier « Il faut un budget qui soit à la hauteur de la situation » et ce n'est pas le cas aujourd'hui. La politique portée par le gouvernement inquiète. Elle inquiète parce qu'il n'est plus temps de remettre à demain la lutte contre le dérèglement climatique. Elle inquiète les industriels qui, faute de visibilité, ne peuvent pas développer un outil industriel qui nous permettra de rivaliser avec nos concurrents étrangers. Elle inquiète enfin les salariés qui voient aujourd'hui leurs emplois menacés. Permettez-moi d'évoquer brièvement la situation en Loire-Atlantique. Après le fabricant de panneaux photovoltaïques Systovi, qui a dû mettre fin à son activité au printemps dernier, c'est maintenant Saulnier Duval, qui doit annoncer la suppression de 225 postes face à une baisse des commandes de pompes à chaleur. Chez General Electric, ce sont 360 emplois qui sont menacés dans la filière éolienne en mer. Ici, c'est l'incapacité de l'État à planifier une réelle politique de développement des énergies renouvelables qui a créé un creux dans le carnet de commandes, poussant ainsi l'entreprise à envisager de délocaliser son activité aux États-Unis. Le projet de loi de finances accroît les inquiétudes. Réduction de 60% du budget alloué au fonds vert, vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors que l'engagement des territoires dans l'utilisation de ce fonds est croissant. Réduction d'environ 35% du fonds chaleur, pourtant un des leviers les plus efficaces pour la décarbonation et la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées. Dans nos territoires, concrètement, ce sont des projets essentiels pour la préservation de la biodiversité, la lutte contre le dérèglement climatique ou l'adaptation au changement climatique qui ne pourront pas se réaliser. Madame la ministre, vous avez évoqué dans votre propos liminaire la situation de l'industrie française. Pouvez-vous nous dire quelles mesures vous envisagez pour changer la trajectoire industrielle et empêcher la délocalisation d'industries essentielles à la réussite de la transition écologique? Il s'agit d'un enjeu écologique, mais aussi d'un enjeu économique et de souveraineté nationale. Deuxième question, vous avez mis votre démission dans la balance des arbitrages budgétaires. Vous nous avez expliqué dans votre propos liminaire que la copie ne bougera pas sur le fonds vert et sur le fonds chaleur. Pensez-vous aujourd'hui avoir obtenu les moyens nécessaires, suffisants, pour mener à bien votre action? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors, je vais me recentrer sur trois choses. Première chose, sur l'inquiétude des industriels sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je veux juste rappeler une chose. Depuis 6 ans, ce pays, grâce à la politique de l'offre des gouvernements précédents, a créé 150 000 emplois industriels et a créé plus de sites qu'ils n'en ont fermés. Ça, c'est factuel, c'est les chiffres de l'INSEE. C'est les chiffres de l'INSEE. Deuxième élément, les industriels ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre dans le rythme qui était attendu. C'est les chiffres de l'INSEE, monsieur Peu. Je sais que ça heurte parce qu'on voudrait dire le contraire, mais ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc on peut dire que l'INSEE ment. Mais vous voyez, à un moment, il faut quand même revenir. Moi, je suis quelqu'un très facts and data, donc je vous donne les chiffres. On tient le budget de baisse des gaz et émissions de serre. Ça veut dire que toute la politique du plan de relance, du plan France 2030 et de la décarbonation de l'industrie, puisque vous m'interrogez sur le budget, je rappelle que nous avons obtenu une augmentation d'1,6 milliard d'euros de l'enveloppe sur la décarbonation de l'industrie. Voilà les réponses pour justement donner des perspectives à l'industrie, sachant que dans le même temps, nous faisons en sorte que le prix de l'électricité soit compétitif. Et s'agissant des électro-intensifs, tels qu'aujourd'hui est la compétition, nous sommes la plateforme européenne où le prix de l'électricité est le plus faible. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons maintenant pour le groupe des Républicains, Monsieur Jérôme Nury. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ministre de la Transition énergétique de 2022 à 2024 et depuis septembre dernier un nouveau en charge de l'énergie, je ne doute pas que votre passage éclair de quelques mois au ministère de l'Agriculture vous aura permis de capter un peu les ondes du bon sens paysan. Et donc que ce retour sera clairement marqué par du concret, de l'opérationnel et d'une stratégie claire de la politique énergétique de la France. Au-delà des prêchis-prêchats, des incantations, des caprices budgétaires, il s'agit maintenant non seulement
de fixer un cap clair sur la stratégie du pays en termes d'énergie, mais aussi de mettre en œuvre concrètement le redémarrage de la filière nucléaire, méticuleusement sabordée par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, jusqu'à sa conversion miraculeuse sur le chemin de Belfort. Car, Madame le ministre, les Français sont inquiets, comme nous sommes nombreux parlementaires à l'être, au regard de l'échec flagrant des textes liés à l'énergie votés ces dernières années. Et je pense tout particulièrement au texte sur les énergies renouvelables, qui est un coup d'épée dans l'eau. Les comités départementaux de l'énergie font surtout chauffer les heures fonctionnaires dans les préfectures. Et les zones d'accélération, non seulement sont quasi inexistantes, mais en plus, elles n'accélèrent rien du tout. Car pendant ce temps, des projets essentiellement éoliens arrivent massivement dans nos campagnes, hors de ces zones, sans l'accord des élus, contre l'avis des populations et à 500 mètres des habitations parce que vous n'avez pas voulu changer la loi sur la distance minimale d'implantation. En clair, Madame le ministre, nous avons donc bien peur que la loi d'accélération sur le nucléaire soit à l'image de la loi d'accélération sur les ENR, du vent, du pipeau. Alors que plus que jamais, notre pays doit retrouver une stabilité sur le coût de production de l'électricité, une souveraineté énergétique et une vraie énergie décarbonée, comment, de manière opérationnelle, concrète et financière, notamment par rapport à EDF, qui va devoir dégager des dizaines de milliards d'euros dans un contexte économique tendu, allez-vous enfin changer de philosophie et faire repartir l'énergie nucléaire en France? Merci. Madame la ministre. Sur les énergies renouvelables, je redonne les chiffres. Plus 30% de production en 2023, plus 90% de projets. Là aussi, les données factuelles. Sur les zones d'accélération, vous avez 10 000 collectivités, enfin 10 000 communes qui ont remonté leur zone d'accélération. Si elles ne veulent pas de projet, elles peuvent prendre des zones d'interdiction. Je rappelle que c'est la conditionnalité qui est attachée à ça. Et donc, précisément, rien ne les empêche, et c'était tout l'enjeu de la loi. Après, j'écoute avec intérêt ce que vous me dites sur les zones d'accélération. Je rappelle que ce n'était pas la proposition initiale du gouvernement et que c'était une demande forte, et me semble-t-il en particulier de votre groupe et de la majorité sénatoriale, que d'avoir ce processus que nous avons construit de façon à ce qu'il ne soit pas bloquant néanmoins pour les zones d'accélération. Moi, j'en retiens une chose, c'est que ça a permis à toutes les communes de regarder le sujet des énergies renouvelables et de travailler sur la planification. Et effectivement, beaucoup me font remarquer que ça leur a permis, au même titre qu'elles sont aujourd'hui très agiles sur les compétences urbanistiques, d'investiguer un nouveau champ de compétences et de prendre la mesure et de pouvoir avoir plus de capacité de réponse par rapport aux porteurs de projets. Sur le nucléaire, moi, depuis 2018, je suis dans ce gouvernement, ça a été une priorité. Priorité du plan de relance. Priorité dans le CSF, le CSF nucléaire, signé en 2019. Plan de relance voté en 2020. C'est un des axes, des 10 axes, il n'y en avait pas 35, du plan France 2030. C'est également effectivement le discours de Belfort de 2022, la réaffirmation du nucléaire, de la défense et de son lien avec le nucléaire civil. Et en termes matériels, c'est une augmentation, là aussi, de 30% de la production. Derrière ça, il y a un projet industriel qui a été porté. C'est le lancement de 6 réacteurs nucléaires. C'est le soutien à 9 SMR au travers du plan France 2030. Je peux continuer à détailler, y compris les politiques européennes qui, pour la première fois depuis 20 ans, réintroduit le nucléaire dans le logiciel européen. Et effectivement, je me permettrai de conclure sur ce sujet-là plus tard. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Benoît Biteau. Merci, Madame la Présidente. Vous connaissez, Madame la Ministre, notre attachement sur le sujet du climat, sur les débats autour du climat. Vous savez aussi qu'on peut avoir la dent dure avec ce gouvernement, mais je voulais commencer mon propos pour saluer le fait que vous n'avez pas souhaité participer à la COP29 à Bakou, même si nous sommes très attachés au débat sur le climat, pour les raisons que vous connaissez, notamment les propos insultants du président d'Azerbaïdjan à l'égard de la France. Et donc, voilà, et dénoncer également une instrumentalisation d'une conférence sur le climat qui promeut les énergies fossiles, tout en soutenant les Arméniens et en défendant les droits humains. Donc voilà, je voulais commencer ce propos par cette petite remarque. Et c'est dommage que d'autres pays européens vous aient pas emboîté le pas, mais
C'est comme ça. Moi, je voulais revenir sur votre propos au sujet de la souveraineté. Vous en avez beaucoup parlé. Vous avez évoqué le rôle que pourrait jouer le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité sur ces sujets de souveraineté. Vous avez également évoqué le sujet de la santé, et je crois que c'est un sujet extrêmement important. Vous avez utilisé des mots qui, moi, me plaisent bien, c'est l'anticipation et la prévention. Et donc tout ça, moi, je veux bien y croire, mais sauf que, malheureusement, je vois trop souvent encore des réponses qui sont basées sur le solutionnisme. Et je voulais évoquer avec vous la problématique de l'eau, par exemple. Je laisserai Jean-Claude, mon voisin, vous évoquer la partie qualitative de l'eau. Mais sur le quantitatif, pour siéger depuis 15 ans dans 2 comités de bassin des agences de l'eau qui sont sous votre tutelle, je constate que la façon dont on oriente l'argent n'est pas forcément tournée vers des logiques d'anticipation et de prévention, mais plutôt vers des projets qui traitent les conséquences alors qu'il faut s'attaquer aux causes. Et vous avez évoqué à juste titre le phénomène d'inondation, mais on peut aussi parler des sécheresses qui sont en vérité les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire que à ne pas bien savoir accueillir les crues, on assiste à des inondations, et vous l'avez évoqué, l'imperméabilisation des sols est en partie responsable. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de catastrophes naturelles, je parle plutôt de catastrophes anthropiques, parce que l'aménagement du territoire n'a pas été au rendez-vous, et qu'on a justement créé les conditions pour que ces crues mal accueillies deviennent des inondations qui sont dramatiques pour les populations. Et donc, je nous invite, et je me mets dedans, à ce qu'on revisite l'aménagement du territoire, et l'imperméabilisation des sols n'est pas le seul sujet. Savoir accueillir les crues, c'est aussi permettre de ralentir, retenir ces crues, et de permettre à l'eau de s'infiltrer, et donc traiter l'autre pan, l'autre face de la pièce que j'évoquais, qui est le phénomène de sécheresse. C'est-à-dire que si on sait accueillir les crues, si on sait ralentir l'eau, retenir l'eau, on est en capacité de la laisser s'infiltrer. Merci. Et donc d'alimenter les ressources pour éviter les sécheresses. Merci. Madame la ministre. Alors, par rapport à ce que vous dites, moi j'observe qu'il y a une évolution assez forte de la manière dont les agences de bassin et les acteurs qui en font partie, puisque les acteurs sont toutes les parties prenantes qui sont usagers de l'eau et qui ont un intérêt à agir autour de la ressource en eau, sont en train de bouger leur logiciel. C'est assez net. Moi, je le vois dans le Pas-de-Calais, par exemple, où j'ai eu une réunion assez longue avec la FDSEA du Pas-de-Calais, la chambre du départemental de l'agriculture, sur la question de l'hydraulicité douce, sur les questions de l'aménagement des ouvrages, précisément sur la question des zones d'expansion de crues. Donc on est en train de changer le logiciel. La contrepartie, c'est aussi de faire notre travail quand il s'agit d'entretenir un certain nombre d'ouvrages. Et c'est vrai que on a un rapport qui montre que beaucoup de choses avaient été faites, mais enfin qu'on peut continuer à faire mieux, et c'est tout l'enjeu des travaux qu'on porte. Je vous propose de garder le complément pour la fin. Je vous fais un exposé à la fin d'une heure. Vous avez tout le temps que vous voulez à la fin des interventions des orateurs et oratrices de groupe, mais là, je souhaite que ce soit égalitaire entre les différents groupes. Madame Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais d'abord, Madame la Ministre, au nom du groupe démocrate, vous adresser des vœux de succès dans l'exercice de vos fonctions. Nous n'avons pas de planète B, nous devons mieux la protéger. Au groupe démocrate, nous accompagnerons naturellement les travaux qui sont engagés en faveur de la transition écologique que vous portez. Je voudrais vous parler aujourd'hui et vous interpeller sur 2 sujets autour de la filière bois. Le premier sujet, il concerne la responsabilité élargie du producteur en ce qui concerne les produits et matériaux de construction du bâtiment. En ce qui concerne le bois, on a un paradoxe qui, je le crois, est urgent de corriger. D'abord, le tarif de l'éco-contribution, c'est 23 € pour la tonne de bois, alors qu'il est seulement de 3,50 € pour la tonne de béton. Et par ailleurs, le bois, c'est un peu technique, mais il affiche un taux de valorisation qui est supérieur à 85%, mais il supporte une contribution qui est calculée sur l'ensemble de ce taux, alors que le plastique a seulement 16% de valorisation et il supporte une contribution moindre. La filière bois, je crois que vous le partagez, Madame la Ministre, est performante en termes de gestion, de durabilité, et par ce type de calcul, elle se retrouve pénalisée
par rapport au béton dans cet exemple précis, alors que c'est un matériau vertueux et que cela est contraire à l'esprit de la loi AGEC qui voulait justement récompenser les fabricants éco-responsables. Est-ce que vous pouvez envisager, Madame la Ministre, de reconsidérer la place du bois dans la responsabilité élargie du producteur? Deuxième sujet, rapidement, qui concerne la révision du barème MaPrimeRénov' qui prévoit une baisse de l'aide au chauffage au bois pour le 1er janvier. L'objectif, c'est d'orienter le granulé bois vers des usages industriels pour décarboner les grands sites, mais cela se fait au détriment du chauffage résidentiel et cela fait déjà suite à une baisse de 30% des aides en avril qui a entraîné une chute de 57% des ventes de chaudières granulées au premier trimestre. On comprend naturellement les contraintes budgétaires, mais je crois, et je voudrais le dire, que c'est une erreur. D'abord car il décrédibilise la parole de l'État. On pousse nos concitoyens à s'équiper en chaudières à granulés. Quelques mois plus tard, on accompagne une filière française et quelques mois plus tard, on revient sur les aides annoncées. Et aussi car ça ne s'accompagne pas d'une réflexion structurelle sur la place du granulé dans l'industrie. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont vos préconisations et vos orientations en la matière? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Ministre. S'agissant de la filière bois et de la responsabilité énergie des producteurs, effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui ont été mis en évidence. D'abord, les bois importés sont plus secs que le bois français, ils contiennent moins d'eau, donc la contribution financière est versée aux organismes étant tarifée au poids. On a un phénomène de concurrence déloyale. Et ça, c'est un sujet qui va être corrigé dans les tarifs des éco-organismes, puisque nous avons corrigé ça dans un arrêté. La deuxième chose, c'est les déchets bois du bâtiment sont aujourd'hui parmi les mieux valorisés, vous le dites très bien, mais cette performance a un coût que ne supportent pas les matériaux ayant les plus faibles performances de valorisation. Afin que ce paramètre coût ne soit pas une incitation à une moindre performance, on a passé là aussi un arrêté pour imposer aux éco-organismes un système d'abattement de contribution pour les déchets les mieux valorisés, ce qui va permettre un gain pour la filière bois de estimé à 45 millions d'euros. Et troisième élément, je viens de signer un décret qui permet de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits ou de matériaux de construction entre sites proches, ce qui va permettre un gain de 180 millions d'euros. Au-delà de ça, très clairement, j'ai été interpellée par plusieurs acteurs des filières matériaux de construction et bois, et on va regarder, au regard aussi d'un parangonnage européen, s'il y a des curseurs ou des choses à revoir pour être à la fois plus efficace et peut-être plus simple. En tout cas, c'est un point que je suis prête à travailler. Je vous remercie. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thomas Lam. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Ministre. Votre engagement en faveur de la décarbonation et d'une transition énergétique plus juste est indéniable. La récente baisse de 5,3% des émissions de gaz à effet de serre en France au premier trimestre 2024 en témoigne. La question n'est donc plus de savoir si nous devons poursuivre dans cette voie vertueuse, mais plutôt de déterminer comment nous pouvons le faire de manière plus efficace, juste et durable. Aujourd'hui, nos politiques climatiques reposent souvent sur des mesures coûteuses et parfois injustes, particulièrement pour nos petites entreprises et nos agriculteurs. Les subventions sectorielles, par exemple, alourdissent la dépense publique sans toujours garantir une efficacité écologique optimale, tout en profitant surtout aux grandes entreprises déjà avantagées. A l'inverse, les interdictions réglementaires imposent des coûts d'adaptation disproportionnés aux petites structures, accentuant leurs difficultés. Force est de constater que malheureusement, pour beaucoup de Français, l'écologie est perçue comme punitive, technocratique et déconnectée du quotidien. Les tensions nées du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, illustrent bien ce sentiment d'une transition menée contre les citoyens plutôt qu'avec eux. Or, toute politique environnementale, si ambitieuse soit-elle, doit être socialement acceptée pour réussir. C'est pourquoi j'aimerais vous partager une approche innovante portée par le think tank Génération Libre, qui est centrée sur la tarification carbone, qui remplace les multiples subventions, normes et interdictions par un mécanisme simple et universel. Cette tarification unique, ajustée au coût des émissions de gaz à effet de serre, permettrait d'envoyer un signal prix clair, incitant les producteurs et les consommateurs à adopter des comportements plus durables. Les recettes ainsi générées seraient intégralement redistribuées sous la forme d'un revenu climat universel, garantissant la neutralité fiscale, tout en protégeant le pouvoir d'achat des citoyens. Cette proposition présente des avantages majeurs. Elle incite efficacement à réduire les émissions grâce à un signal prix clair.
Elle protège les ménages les plus modestes en redistribuant équitablement les recettes, ce qui garantit une transition juste. En simplifiant le cadre actuel, elle remplace des dispositifs complexes et souvent opaques par une règle unique, compréhensible et transparente. Soutenue par de nombreux économistes, en France comme à l'international, cette approche conjugue efficacité écologique, viabilité économique et respect des libertés individuelles. Madame la ministre, dans un contexte où la lutte contre le changement climatique exige des politiques publiques audacieuses et cohérentes, pensez-vous que cette idée d'une tarification carbone unique, assortie d'une redistribution sociale, pourrait enrichir notre cadre actuel et renforcer l'adhésion des Français à une transition énergétique ambitieuse? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors, ce que vous décrivez ressemble un peu, pas totalement, à l'ETS. Avec une limite, c'est que l'ETS est effectivement construit par sous-secteur et que du coup, elle n'a pas ce caractère unique où vous avez la capacité à avoir un signal prix cohérent secteur par secteur. Ça fonctionne lorsqu'on part d'un point de départ, je dirais, où on n'est que sur du projet nouveau. Là où c'est difficile, c'est que l'état de transformation de chaque secteur et les prises de décision se font dans des... Enfin, les points de départ ne sont pas les mêmes et les prises de décision et les possibilités de transformation ne sont pas les mêmes. Je m'explique. Si vous voulez réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre voiture, c'est une décision d'investissement, soit dans des transports différents, par exemple des transports en commun qui seraient fiables, sécures, qui viendraient régulièrement près de chez vous, sauf que la décision de construire la ligne en question ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, vous pouvez être dans une situation où, pendant un certain temps, vous n'avez pas cette alternative. Vous pouvez choisir de prendre un véhicule bas carbone. Et par rapport à ça, l'investissement qui est fait, compte tenu de votre rémunération, par exemple, de vos moyens, et compte tenu du fait qu'on ne change pas de voiture du jour au lendemain, mais qu'on a des trajectoires 4-5 ans, se fera là aussi dans un temps prolongé. Si je prends la rénovation thermique, on ne rénove pas son logement tous les 2-3 ans, on le fait tous les 10 ans. Donc ces éléments de décision individuelle font que vous avez plein de zones, et c'est ce qui explique les crispations aujourd'hui très légitimes des gens, c'est qu'ils n'ont pas une fluidité dans la prise de décision et dans l'accompagnement. C'est pour ça que l'ETS vise secteur par secteur à mieux accompagner et effectivement à redistribuer pour mieux accompagner les Français au travers du Fonds social pour le climat. Merci. Pour le groupe LIOT, Monsieur Christophe Negelen. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il faut éviter d'opposer économie et écologie. Les deux doivent vivre ensemble de manière impérative. Vous parliez tout à l'heure de l'augmentation du nombre d'emplois des dernières années et que l'INSEE, les chiffres de l'INSEE avaient la peau dure. La réalité, c'est que la politique fiscale a sans doute permis de générer des emplois supplémentaires. Je ne suis pas sûr que ce soit la surréglementation et notamment des normes écologiques qui l'ait permis. Si on regarde un peu plus en détail les principaux émetteurs de CO2 dans le monde, la Chine augmente ces dernières années de plus de 4% avec 12 000 gigatonnes. L'Inde augmente de 8,2% avec plus de 3 gigatonnes, alors même que l'Europe baisse, et il faut s'en féliciter, de 7,4% à 2,6 gigatonnes. Seulement, certes, l'Europe baisse, mais comment est-ce qu'on explique à nos entreprises que nous faisons des efforts, parfois au détriment même des emplois dans notre pays et dans l'Union européenne, et qu'en réalité, nos principaux concurrents ne s'en préoccupent pas. Donc ma première question est, que devons-nous faire pour que cet effort soit mieux partagé? De plus, la multiplication des projets de loi et des propositions de loi qui ont vocation à vouloir aller dans le bon sens, il faut le saluer, en se donnant néanmoins bonne conscience, en voulant être les meilleurs élèves de la classe, il est regrettable de voir que ces nombreuses propositions ont rarement d'études d'impact sur l'emploi. Donc, que faudrait-il faire? N'aurait-il pas un ménage à faire, justement, ou en tout cas des règles à fixer pour que, lorsqu'on met en place des projets ou des propositions de loi, il y ait des études claires et précises sur l'économie et sur l'emploi? De plus, on va bientôt avoir un texte sur la simplification de la vie économique. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il faudrait largement simplifier le Code de l'environnement? Il a quadruplé de volume ces 10 dernières années. Ne faudrait-il pas un peu plus le simplifier?
Madame la ministre. Alors, vous posez une question très juste, qui est la question de l'effort et de sa répartition mondiale. Je veux juste rappeler que l'Inde, aujourd'hui, a un nombre d'émissions par habitant qui est à la trajectoire, c'est-à-dire qui est à 2 tonnes par habitant, là où l'Europe est bien plus élevée. Elle doit être aux environs de 8. Et oui. Mais, ben voilà. Et ben c'est exactement la réponse qu'ils vous font. C'est exactement la réponse qu'ils vous font. Et la responsabilité historique d'un pays comme la France, mais comme l'Allemagne, comme les États-Unis, qui ont démarré leur révolution industrielle au XIXe siècle et qui donc a émis beaucoup de CO2 sur la base du charbon, sur la base du gaz naturel, sur la base du pétrole, fait qu'aujourd'hui, nous sommes, je crois, alors suivant les classements, entre la 6e et la 12e, non, la 8e et la 12e position en termes de responsabilité mondiale, et nous parlons d'un pays de 67 millions d'habitants. Donc attention, comparaison n'est pas raison. Deuxième chose sur la Chine. Mais vous avez raison de dire que l'Inde, qui est aujourd'hui à un niveau qui serait compatible avec une neutralité carbone en 2050, pose un léger problème de progression de ses émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle double ses émissions de gaz à effet de serre tous les 12-13 ans, et à ce titre est une véritable bombe climatique, et que nous devons trouver les moyens de leur faire passer d'un développement basé sur le charbon à un développement basé sur les ENR. S'agissant de la Chine, moi j'appelle chacun à la vigilance. Ils vont probablement atteindre un pic d'émissions de gaz à effet de serre avant 2030, probablement bien avant. Ils ont 5 ans d'avance sur les énergies renouvelables. Et il ne vous aura pas échappé qu'ils ont bien compris, c'est ce que vous dites, que le sujet était économique. Et ils sont en train de développer à toute allure toutes les filières de transition écologique et énergétique. Enfin, Merci. Dernier point sur la simplification. Oui, vous avez raison, l'ambition écologique ne veut pas forcément dire procédure complexe. Merci. Pour le groupe GDR, Monsieur Stéphane Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite saisir l'occasion de cette audition pour revenir sur la question du coût de l'énergie dans notre pays, alors que le projet de budget prévoit une nouvelle hausse des taxes sur l'électricité. Cette hausse va venir alourdir la facture des Français, notamment ceux ayant souscrit des contrats à prix fixe. Selon une étude publiée ce mois-ci, 45% des Français aux revenus inférieurs à 2 000 € devront totalement ou partiellement se priver de chauffage cet hiver. Cette hausse affecte aussi durablement et durement, nous le savons, nos entreprises industrielles dans des secteurs clés de notre économie. Les hausses intervenues depuis 2021 mettent en évidence l'échec du marché européen de l'énergie, dont les dysfonctionnements ont contraint le gouvernement à prendre des mesures d'urgence, notamment celle du bouclier tarifaire. Vous organisez aujourd'hui la sortie de ce dispositif sans avoir rien réglé sur le fond. Depuis 2021, le coût brut pour l'État de l'ensemble des mesures adoptées atteint près de 85 milliards d'euros et a laissé aux acteurs du marché de gros 30 milliards d'euros de marge bénéficiaire nette. Plus généralement, qu'il s'agisse du gaz, de l'électricité ou du carburant, le contraste entre les produits engrangés par le secteur privé et les dépenses de l'État sont saisissantes. Malgré les dépenses publiques colossales pour faire vivre ce marché factice, les dispositifs mis en place n'ont pas permis de répondre de manière cohérente à la crise, de répondre aux exigences de souveraineté énergétique et de planification industrielle. Ils n'ont servi qu'à couvrir et rendre plus soutenables les dysfonctionnements multiples liés à un marché mal conçu au service d'intérêts privés et la réforme du marché de l'électricité va malheureusement dans le même sens. Alors j'aurais juste 2 questions à vous poser. Ne pensez-vous pas que les milliards d'argent public dépensés pour pallier aux errances d'un marché dérégulé et spéculatif n'auraient pas été mieux investis dans la reconstruction dans notre pays d'un grand service public de l'énergie, premièrement, et deuxièmement, ne serait-il pas temps pour notre pays, comme d'autres l'ont fait en Europe, de sortir du marché européen de l'énergie pour proposer enfin à nos concitoyens et à nos entreprises une électricité au prix juste? Je vous remercie, Madame la Ministre. Bon, d'abord, aucun pays n'est sorti du marché de l'électricité européen. Ceci est faux. J'ai même eu la Suisse qui était dans mon bureau il y a 1 an à peu près, jour pour me demander à s'assurer la prolongation de sa participation au marché de l'électricité. Vous confondez
une chose très simple, c'est une autorisation donnée à l'Espagne et au Portugal de subventionner leur entreprise. Une subvention, ce n'est pas une sortie d'un marché, ça n'a juste rien à voir. Et si je puis me permettre, c'est un peu la même chose que le bouclier énergétique, c'est qu'ils ont payé très cher pour subventionner leur entreprise, de même que nous avons payé très cher pour soutenir les Français. C'est la même démarche et cette autorisation a été levée au bout de 18 mois. Donc attention à ce qu'on raconte parce que ça induit beaucoup de gens en erreur. Deuxième élément, être souverain, c'est produire ce qu'on consomme. C'est exactement ce qu'on fait sur l'électricité. C'est le cas en 2023, c'est le cas en 2024 et on va continuer. Troisième élément, le prix de l'électricité au sens de la fourniture. Je ne vous parle pas de la taxation, parce que vous mélangez dans votre propos la fiscalité qui est complètement à notre main. Et vous avez raison de souligner que, attention, lorsqu'on augmente la fiscalité, à bien voir les effets sur les industriels et sur les ménages, mais aussi sur le logement social qui ne bénéficie pas du TRVE, sur les boulangers qui ne bénéficient pas ou qui bénéficieront à partir de 2025 du TRVE, mais qui sont sur des contrats anciens qui sont parfois inférieurs au TRVE. Ça, c'est très juste et c'est une bonne question. Mais s'agissant du prix de fourniture, il a baissé, il est aux alentours de 70 à 80 €. Il est compétitif sur la plateforme européenne. Il est moins compétitif par rapport à d'autres pays étrangers, mais qui sont sur des bases un petit peu différentes en termes de construction des prix. Merci, Madame la Ministre. Ensuite, pour le groupe UDR, Monsieur Charles Aloncle. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, la semaine dernière, la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, a exigé que la France atteigne 44% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Alors, je tiens à rappeler que nous ne sommes aujourd'hui qu'à 23%, et surtout que sur les 4 dernières années, ce taux n'a progressé que de 4 points. Il va donc falloir, si on suit leurs recommandations, faire en 6 ans 5 fois ce qui a été accompli en 4 ans. Alors, au-delà du caractère intenable de la demande, ces énergies renouvelables, parce qu'elles sont intermittentes et non pilotables, menacent aussi notre souveraineté énergétique. Pire encore, leur développement met en péril notre souveraineté industrielle, à l'heure où la Chine détient l'écrasante majorité des parts de marché dans le solaire et l'éolien. Cette stratégie européenne est donc piégeuse, mais elle est surtout parfaitement absurde. Par exemple, l'Allemagne compte, elle, 55% de renouvelables dans son mix énergétique. Et pourtant, elle émet encore 280 grammes de CO2 par kilowattheure produit. C'est 8 fois plus que la France, qui, grâce au nucléaire, n'émet que 36 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et malgré cet écart, eh bien, vous le voyez, c'est la France que la Commission européenne harcèle pour décarboner son énergie. Alors, quand on sait que l'électricité française est la deuxième la plus décarbonée de l'Union européenne, ces injonctions sont proprement insupportables. Pour toute l'Europe, notre modèle en France devrait être un exemple à suivre plutôt qu'un mauvais élève à pointer. À l'heure où la France doit assurer la continuité, le renouvellement et l'élargissement de son parc nucléaire, nous n'avons pas d'autre choix que de le défendre de toutes nos forces. Alors, Madame la Ministre, et vous allez avoir pas mal de temps pour y répondre, ma question est simple. Quand comptez-vous négocier fermement la réévaluation de ces objectifs qui sont irréalistes et surtout profondément injustes ? Madame la Ministre. Beaucoup d'approximations dans votre propos. D'abord, l'Allemagne a 23% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. 23%. C'est 55% dans son mix électrique. Et donc, ça fait toute la différence. Deuxièmement, les énergies renouvelables ne sont pas toutes impilotables. L'énorme enjeu sur la chaleur renouvelable, sur le froid renouvelable et sur l'hydroélectricité, enfin, pardon d'insister sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est majeur parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Vous l'avez dit, notre électricité est déjà décarbonée. Elle est d'ailleurs déjà décarbonée grâce aussi aux renouvelables, pas que grâce au nucléaire, mais les deux font qu'elle est à plus de 90% décarbonée. Et vous avez raison d'insister sur le fait que c'est une très belle performance. Mais qu'est-ce qui nous reste à décarboner ? Le transport et la chaleur. Et donc la chaleur renouvelable que nous souhaitons doubler d'ici 2000, le biogaz aussi est pilotable d'ailleurs, que nous souhaitons doubler d'ici 2030 est un enjeu majeur. Le froid renouvelable est un enjeu majeur. Deuxième élément, sur la part des énergies renouvelables, là où je vous rejoins, c'est que moi j'ai très clairement dit à Kadri Simpson, d'abord,
que je ne paierai pas l'amende sur les 23% parce que nous avons exactement la même trajectoire que l'Allemagne. Et ce n'est pas parce que quand on avait la présidence européenne et qu'on a fait un effort politique, mais aussi pour avoir un accord sur la précédente directive renouvelable en disant 23% là où l'Allemagne disait 19%, qu'on devait être sanctionné pour ça. Donc cette négociation est en bonne voie d'aboutir. Et deuxième élément, je ne refuserai systématiquement, et la ministre déléguée à l'énergie, Olga Givernet, est tout à fait en ligne avec cela, nous refuserons systématiquement de donner un objectif en pourcentage. Ça n'a pas de sens, ce sont des énergies décarbonées. L'objectif, s'il doit être donné d'une manière ou d'une autre, c'est par rapport aux fossiles. Quelle est la part de fossiles dans votre mix ? Merci. Merci, Madame la Ministre. Avant de passer aux questions individuelles, je vous propose, si vous le souhaitez, d'avoir des réponses complémentaires éventuellement. Enfin, il me semble qu'il y avait au moins 2 points, il me semblait, en suspens. C'est celui sur le mécanisme de l'Arenh et le risque d'avoir un alignement des prix sur ceux du marché. Et il y avait une autre question que j'ai notée, où il n'y avait pas de réponse, sur les industries, le risque, enfin les délocalisations, les risques de faillite qu'il y a sur les industries vertes. Les industries aussi de l'énergie renouvelable, dans un contexte de diminution du fonds chaleur ou encore du fonds vert et d'un certain nombre de fonds dévoués notamment au développement de ce type d'industrie. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres questions, je m'en excuse, je vous prie de m'en excuser, que je n'ai pas soulignées et je crois que vous aviez noté et qui, voilà, qui nécessiteraient une réponse. Je sais que sur le nucléaire, il me semble que vous vouliez aussi faire des compléments. Voilà. Oui, je voulais peut-être rebondir sur plusieurs éléments. S'agissant de l'accord post-Arenh, peut-être donner là aussi des éléments factuels. Moi, je vous renvoie à l'analyse de la CRE qui indique que l'accord est en bonne voie. Et je redis ce qu'a dit très clairement Antoine Armand, c'est nous avons une clause de revoyure dans l'accord. S'il y a un problème, on reviendra dessus, mais à ce stade, ce n'est pas le scénario central dès lors que la CRE nous conforte et que nous avons des réunions prochaines pour nous assurer que les objectifs sont atteints. Maintenant, si on regarde avec un petit peu de hauteur des données qui sont publiques, il y a 5 ans, nous n'avions pas de capacité à fournir les industriels sur un marché à 4 ans. Aujourd'hui, ce marché commence à se mettre en place, avec des prix d'ailleurs qui sont inférieurs au prix de l'électricité actuel. Ça, c'est pour répondre à ceux qui annoncent des augmentations de prix. Sur la fiscalité, c'est un paramètre qu'on maîtrise. Sur l'augmentation du tarif de réseau, c'est lié aux investissements qu'on fera sur le réseau. Mais sur la partie fourniture du prix de l'électricité, ce que nous indique au contraire, et contrairement à ce que vous nous indiquez, les fournitures, c'est qu'on rallonge les maturités qui permettent aux industriels de se fournir et d'avoir de la visibilité, et les prix sont à la baisse. Donc voilà ce que je peux partager avec vous. Sur la question de la délocalisation, assez simplement, quand la question est posée par quelqu'un qui propose de tripler les impositions sur les entreprises, je pense que j'ai une réponse, c'est ne touchez pas au pacte de compétitivité qui a permis de développer de l'emploi industriel et de développer de l'emploi en général. Vous verrez, ça permettra de soutenir nos entreprises industrielles. Voilà, c'est une forme de réponse. Plus profondément, ce qui a particulièrement été coûteux à l'Europe et pas qu'à la France, c'est l'Inflation Reduction Act. Et l'Inflation Reduction Act, c'est une politique de l'offre avec des soutiens massifs aux entreprises, allant jusqu'à 40%, parfois 60% du coût des projets. Donc effectivement, ça interroge au moment où vous interrogez l'accompagnement des entreprises, les aides aux entreprises. Les États-Unis ont réussi à renverser la table en accompagnant et en subventionnant des entreprises de 40 à 60% du coût de leurs projets. Forcément, ça attire des entreprises. Ce n'est pas le seul pays à le faire. Après, est-ce que cela est sain dans un écosystème économique ? Certains économistes mettent en valeur qu'il y a un phénomène de bulle économique, donc une partie est peut-être pas parfaitement orientée. Et tout ce que fait le Net Zero Industrial Act et tout ce que veut porter notre commissaire européen, qui, je le souhaite, sera très prochainement aux affaires, Stéphane Séjourné, c'est de porter un clean tech
Industrial Act, qui justement répondent à cette question de la relocalisation, du développement ou de la défense de notre industrie, avec une vision à la fois soutien, innovation, recherche, développement, développement de la pré-industrialisation et conditions de concurrence loyale en Europe, puisque l'un des enjeux, c'est aussi que des produits qui rentrent sur le marché européen payent le coût de leurs émissions de CO2 et éventuellement de leur moindre qualité environnementale par rapport à nos consommateurs que d'autres produits. S'agissant de la précarité, je voudrais revenir un instant parce que le sujet a été évoqué, il est très important, vous avez raison de le mentionner. Aujourd'hui, on observe une augmentation, ou en tout cas, EDF nous dit avoir une saturation de ses standards par rapport à des clients qui sont en situation de précarité. Donc là aussi, c'est un constat. Par rapport à ça, je veux dire une chose. Le chèque énergie ne diminue pas. Il ne diminue pas. Et avec ma collègue Olga Givernet, nous souhaitons accélérer la mise en place de la base qui va nous permettre de distribuer, enfin de redonner ce chèque énergie de manière automatique. Vous savez que ça prend un peu de temps. Notre base ancienne, c'est la taxe d'habitation. Donc cette base est aujourd'hui malheureusement dépassée. En 5 ans, les mariages, les divorces, les naissances, les décès, les déménagements concernent tous nos vies et donc forcément on aurait des erreurs d'adressage de ces chèques. Donc tout l'enjeu est d'avoir une base robuste qui nous permette de remettre en place cette automaticité et une partie du chèque énergie sera directement distribuée mais malheureusement pas 100% du chèque et c'est notre objectif de faire en sorte aussi de beaucoup diffuser et communiquer sur l'endroit où on peut trouver le chèque énergie, où on peut demander le chèque énergie, qui est une opération très simple. Deuxième élément, sur le nucléaire. Je voulais revenir un instant aussi sur les textes qui ont été passés en européen, puisqu'il y avait une interrogation sur les soutiens de la France. Je pense qu'il n'y a pas de doute, puisque la taxonomie a évolué en reconnaissant le nucléaire, pas aussi loin qu'on le souhaiterait, mais en reconnaissant le nucléaire comme énergie de transition. Le Net Zero Industry Act reconnaît la place du nucléaire. L'Electricity Market Design ne fait donc la réforme du marché de l'électricité qui a été faite au niveau européen, qui garantit justement qu'on sorte d'une logique de marché court terme et qui favorise la mise en place de contrats long terme dont on voit les prémices aujourd'hui dans notre marché de l'électricité, même si on est encore tôt par rapport à la mise en œuvre de ce texte. Ce texte met sur le même niveau l'électricité renouvelable et l'électricité nucléaire. Et nous avons effectivement une plateforme de proposition qui est portée par l'Alliance du nucléaire que j'ai réactivée, qui aujourd'hui compte plus de 14 pays, c'est-à-dire plus d'un pays sur 2 dans l'Union européenne. Voilà ce que je voulais partager. J'ai oublié quelque chose ? Je sais, en tout cas, c'est les points que j'avais notés. Okay. Sauf s'il y a des frustrations. De toute manière, on passe maintenant aux questions individuelles. D'ailleurs, je le dis, les oratrices et orateurs de groupe peuvent à nouveau poser des questions individuelles. Donc, nous passons au système 1 minute, 1 minute. Je le dis parce qu'il y a, voilà, ça fait une petite différence quand même par rapport à avant. Donc, première question, Monsieur Alexandre Loubet. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Énergie. La semaine dernière, la centrale à charbon de Saint-Avold a redémarré pour répondre aux pics de consommation dus aux vagues de froid, mais aussi à l'inefficacité des éoliennes allemandes. Cette centrale est indispensable pour éviter les pénuries d'électricité, mais aussi parce que près de 500 emplois locaux en dépendent. Pour prolonger sa durée de vie, tout en sortant du charbon, qui est évidemment quelque chose que nous souhaitons tous, l'industriel Gazole Énergie se dit prêt à investir dans la conversion en énergie moins émettrice pour passer de CO2 pour passer du charbon au biogaz. Seulement, l'industriel attend une décision de la part de votre ministère pour justement pouvoir convertir cette centrale qui, sans décision rapide de votre part, fermera en avril 2025, menaçant des centaines d'emplois. Quelle est donc votre décision, Madame la Ministre ? Allez-vous lancer un appel d'offres pour permettre la décarbonation de cette centrale et sauver des centaines d'emplois ? Merci, Madame la Ministre. Merci de me donner l'occasion de redire qu'Olga Givernet est ministre déléguée à l'énergie. Vous le savez, elle suit de très près ce dossier des centrales
et notamment la centrale de Saint-Avold. Préciser que la centrale de Saint-Avold est effectivement en situation de produire, mais qu'elle ne produit pas, puisque nous savons, et oui, nous avons aujourd'hui une production d'électricité qui nous permet d'être très large par rapport à notre consommation. Et je rappelle ce chiffre, hein, le 13 novembre dernier, nous avons exporté plus d'électricité que jamais dans notre histoire. De notre histoire économique, enfin, en matière. Donc, c'est le succès du nucléaire aussi. Ce que l'on regarde, c'est que le projet, d'abord, les salariés, comme vous le savez, ont bénéficié d'une négociation qui a été faite il y a 3 ans, donc qui est sécurisée. Ça, je pense que c'est important de le dire. Et effectivement, nous regardons le projet, qui est un projet qui doit être évalué pour sa capacité à être soutenable dans la durée. Moi, je ne veux pas mentir aux salariés, et Olga Givernet est très attachée à ce que ce projet soit durable, industriel et décarboné. Merci à vous. Monsieur Stéphane Travert. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le changement climatique est déjà une réalité pour nos territoires et ses conséquences se font de plus en plus ressentir. Les sécheresses, les inondations, les feux de forêt ou encore l'érosion du littoral, comme vous avez pu le constater lors de votre visite à Blainville-sur-Mer dans ma circonscription. Ces phénomènes menacent nos écosystèmes, nos infrastructures, mais aussi la qualité de vie de nos concitoyens. Le plan national d'adaptation au changement climatique constitue un outil aujourd'hui essentiel pour préparer notre pays aux défis à venir. Toutefois, les moyens financiers et techniques alloués à sa mise en œuvre semblent encore insuffisants au regard de l'ampleur des enjeux. Vous avez notamment exprimé votre volonté d'initier un dialogue avec les assureurs dans ce cadre. Pourriez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, si ce dialogue a été engagé et dans quelle mesure il permettra demain de garantir à la fois des tarifs abordables et adaptés sur l'ensemble du territoire, malgré la récurrence que nous connaissons des aléas climatiques aujourd'hui? Merci. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Ministre. Question essentielle que celle du modèle d'assurance dans un moment où l'impact des événements climatiques augmente et leur récurrence augmente, ce qui évidemment affole tous les modèles actuariels des assureurs et rend très difficile pour eux la capacité à couvrir le risque assurance. C'est comme ça qu'on est dans des situations où, par exemple, dans une commune de mon département à Blandec, il est demandé un niveau de franchise de 500 000 €, ce qui est incompatible avec la taille de cette commune de quelques centaines d'habitants. Donc, par rapport à ça, un certain nombre... Donc, c'est évidemment un dossier qui est piloté avec le ministère de l'économie, qui a la tutelle des assurances. Notre objectif, c'est de revoir avec l'ensemble des assureurs comment on peut repositionner le modèle. Le modèle CatNat, d'abord, et embarquer la question de la prévention pour baisser le coût et la récurrence des incidents. Et donc, c'est aussi le financement de l'adaptation au changement climatique avec la part qui sera prise en charge par l'État et la part par les collectivités locales et la part par des acteurs privés assurantiels qui y ont intérêt. Merci, Monsieur René Pilato. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, inondations en Charente, dans le Pas-de-Calais, en Seine-et-Marne, morts et disparus dans la vallée de la Roya, plus de 200 morts en Espagne le mois dernier. Le chef du gouvernement espagnol a avancé qu'une fois la normalité rétablie à Valence, il conviendra d'opérer, je cite, une transformation du territoire pour l'adapter à l'urgence climatique qui frappe la Méditerranée. De nouveaux aménagements seront donc nécessaires en France. Pour s'adapter à des phénomènes toujours plus extrêmes, Madame la Ministre, vous êtes désormais en charge de la prévention des risques. Que prévoyez-vous à court, moyen et long terme pour mettre en sécurité notre population et nos infrastructures dans nos territoires les plus exposés? Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Ministre. Alors, 1 minute, ça va être court pour vous répondre, mais je vous renvoie au plan national d'adaptation au changement climatique qui comporte des réponses très précises sur la question que vous mentionnez. Il s'agit d'abord d'intégrer une trajectoire 4 degrés
dans la manière d'aménager les nouveaux infrastructures, de mettre à jour les plans de prévention des risques, notamment inondations, les PCS, de manière à être prêts en matière de risques, de travailler aussi sur un plan d'investissement qui permette de rehausser notre niveau de résilience en investissant notamment sur des solutions fondées sur la nature. Je vous donne un exemple, peut-être le Pas-de-Calais, puisqu'on a un peu d'avance sur le sujet inondation. Plus de 600 travaux d'urgence qui ont été menés, 174 opérations structurantes qui permettent notamment de commencer à penser des zones d'expansion des crues, des pièges en bac, enfin tout ce qui peut être de nature à rehausser notre niveau, et un travail avec les agriculteurs aussi sur l'hydraulicité douce pour faire en sorte que les haies, les fascines, les bandes enherbées permettent aussi de piéger l'eau lorsqu'elle avance. Merci. Monsieur Jean-Claude Rau. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, pour reprendre votre image de la course contre la montre écologique, pour protéger nos ressources en eau, nous partons avec un retard conséquent qui ne cesse de se creuser. 3 inspections générales dressent en effet le constat accablant d'un échec global et d'une faillite collective de la préservation de la qualité de l'eau potable. Dans une absolue nécessité d'agir, plusieurs recommandations sont faites. Des restrictions ou mieux encore une interdiction des pesticides dans les aires d'alimentation de captage, un accompagnement financier des agriculteurs concernés et l'augmentation de la redevance pour pollution diffuse au bénéfice des agences de l'eau. Des solutions portées dans la proposition de loi que j'ai déposée le 29 octobre dernier pour éviter de fermer sans cesse de nouveaux captages, pour cesser de jouer les apprentis sorciers avec les pesticides et leurs métabolites et donc avec notre santé. Madame la Ministre, parmi les recommandations citées, lesquelles figureront sur la feuille de route que vous avez annoncé vouloir présenter dans les prochaines semaines? Merci Madame la Ministre. Oui, alors cette feuille de route, elle est évidemment travaillée sur la base du rapport des inspections, mais aussi d'un certain nombre de travaux antérieurs. Je rappelle que le plan Éco-Phyto, d'ailleurs, prévoit de réduire de 50% l'usage et les risques liés aux phytosanitaires, et que nous avons réduit de 95% depuis 2015 l'usage des phytosanitaires classés comme dangereux, c'est-à-dire CMR1. C'est important de le savoir. Ce qui se passe, c'est 2 choses. 1, on retrouve dans les eaux de captage des métabolites de produits qui ont été supprimés il y a parfois 20 ou 30 ans. Donc il y a un enjeu de dépollution. Deuxième sujet, avec les aléas climatiques et les variations de régime de l'eau, on peut avoir des phénomènes soit de concentration en période de sécheresse, et donc de concentration de métabolites, qui du coup franchissent des limites de consommation, soit inversement de ruissellement qui vont faire venir dans les points de captage des eaux qui ne seraient pas nécessairement bienveillantes. Donc c'est tout ça que l'on adresse à la fois sur le champ d'une meilleure connaissance, de travaux au plus près du terrain avec la capacité pour le préfet de prendre des mesures basées sur le volontariat et ensuite de prendre des mesures qui seront strictes d'application, comme on fait sur la conchyliculture où on interdit lutte. Ouais, ok. Merci. Je sais, c'est difficile comme exercice. Monsieur Karim Ben Brahim. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je crois que votre réponse tout à l'heure à ma question était un petit peu caricaturale. Je ne vois pas à quoi vous faites référence quand vous dites que le groupe socialiste a proposé le triplement de la taxation d'entreprises comme Sistovi ou Saunier Duval. Je pense que les fake news circulent suffisamment dans le débat public. Il n'est pas nécessaire qu'une ministre de la République en rajoute. Par ailleurs, permettez-moi de souligner que c'est votre majorité qui est au gouvernement et qu'il est donc surprenant de vous entendre dire qu'un groupe d'opposition puisse être responsable de la fermeture d'une usine. Je crois que la situation de ces entreprises mérite autre chose. Lorsque l'on discute avec les entreprises que j'ai mentionnées, ce n'est pas le projet du Parti socialiste qui est pointé. Pour Sistovi, c'est la concurrence déloyale chinoise. Et je pense que personne ici n'envisage d'aligner nos standards environnementaux ou sociaux sur ceux de la Chine. Pour General Electric, c'est le creux dans la carnet de commandes et le manque de visibilité. Et c'est aussi les mesures de protectionnisme qui sont menées par le gouvernement américain. Ma question est donc la suivante. Chers collègues, c'est 1 minute chacun. Je suis désolée et je tiens à ce qu'on respecte les 1 minute par personne. Voilà. Le message Madame est passé. Madame la Ministre, voilà. Le message Monsieur le député, vous avez
totalement compris ma réponse qui faisait référence aux 60 milliards d'euros d'augmentation de fiscalité que vous vous proposiez d'introduire dans le projet de loi de finances. Donc c'est évidemment un rappel d'une forme d'incohérence entre la question et les positions tenues en hémicycle, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Pour revenir à votre question, et je vous ai également répondu sur ce sujet-là, je rappelle que l'emploi industriel a progressé de 150 000 unités, 150 000 personnes depuis 2017. Donc ça, c'est un chiffre encore une fois, qui existe. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises industrielles qui sont en difficulté. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sites industriels qui ferment. J'ai été ministre en charge de l'industrie. J'en ai accompagné qui fermaient, comme j'en ai accompagné qui ouvraient. S'agissant des situations que vous indiquez, sur le photovoltaïque, oui, vous avez raison de mentionner qu'il y a une concurrence importante de la Chine. Est-ce qu'elle est déloyale? En tout cas, elle existe. Notre objectif, et c'est ce que nous portons en européen, c'est le Clean Tech Industrial Act, qui doit permettre de créer un level playing field entre l'Europe et les pays étrangers. Merci, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans votre propos liminaire, vous avez indiqué que nous avons, la France, un tropisme très électrique, ce qui est vrai. Et pour nos concitoyens comme pour les entreprises, le prix de l'électricité, c'est vraiment le sujet, je dirais, majeur, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années en termes d'inflation du prix de l'énergie. Quand on s'intéresse aux prévisions de prix pour 2025, 2026, les années à venir, on nous parle d'une stabilité, on va dire, pour 2025, stabilité du prix de l'électricité, voire une légère baisse, mais on nous parle surtout d'une hausse drastique à partir de 2026, notamment à cause des objectifs de certificats d'économie d'énergie imposés aux acteurs du secteur de l'électricité et de l'énergie plus globalement. Alors, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ce sont de bons dispositifs. Merci. Il y a des contributeurs, il y a des bénéficiaires, mais c'est quelque chose que l'on pourrait anticiper. Merci. Madame la Ministre. Oui, alors, donc vous faites référence aussi à l'empilement des coûts de l'électricité. Donc 2025, le Premier ministre l'a indiqué, il vise un pilotage de la fiscalité qui permette d'atterrir à une diminution de 9% du tarif réglementé, donc qui s'applique aux acteurs qui ont le tarif réglementé. Pour les autres acteurs, le tarif peut évoluer différemment. S'agissant de 2026, la composante électricité, elle est stable ou en baisse. Et pour le moment, sur la base des signaux prix que nous avons, il en est de même en 2027, 2028, 2029. Deuxième élément, le tarif de réseau. Le tarif de réseau va augmenter de manière importante cette année. Et l'un des enjeux est justement d'en prendre une partie dans l'augmentation de la fiscalité, puis de redescendre, donc de couvrir cette augmentation du tarif de réseau. Je vous renvoie aux travaux de la Creux. Troisième élément, le C2E. Le C2E, il n'y a aucune décision prise sur la période qui est postérieure à 2026. Et pour le moment, il n'y a pas d'évolution du coût du C2E dans le tarif de l'électricité. Et c'est à nous de le piloter. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Robert Le Bourgeois. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Dans beaucoup de communes de ma circonscription de Seine-Maritime, comme dans d'autres territoires, le développement anarchique des éoliennes suscite incompréhension, colère et nourrit le sentiment d'abandon de l'État. Globalement, ce qui ressort, c'est qu'un jour, des habitants se réveillent et découvrent un man-mesure à l'horizon. À partir de ce moment-là, se met en place une espèce de machine infernale, inarrêtable et contre laquelle toute opposition est bien souvent inutile. Je me souviens pourtant d'un Premier ministre déclarant il n'y a pas si longtemps vouloir mesurer tous les impacts des énergies renouvelables et particulièrement de l'éolien. N'était-ce là qu'un vœu pieux ou envisagez-vous bien de ralentir le développement des éoliennes en mer et sur terre, le temps d'en mesurer tous les impacts, comme disait le Premier ministre, et ce, afin de rétablir la confiance des Français dans les services de l'État, confiance aujourd'hui largement entamée. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, merci beaucoup. Vous mentionnez le département des Seine-Maritime. Il y a 214 éoliennes, semble-t-il, en mai 2023, c'est-à-dire un quart, par exemple, de ce qui est installé dans le Pas-de-Calais, qui est mon département. Donc, je pense que comparaison n'est pas raison, évidemment, et je ne me permettrai pas de qualifier, mais je veux juste donner une perspective chiffrée. Deuxième élément, aujourd'hui,
La loi d'accélération des énergies renouvelables permet, dès lors qu'une commune a validé ces zones d'accélération, d'interdire une partie des territoires aux éoliennes. Cela est prévu par la loi, encore faut-il le faire. Et encore faut-il s'engager dans cet exercice de planification. Troisième élément, la loi d'accélération des énergies renouvelables a également prévu un dispositif de comité local d'accompagnement de tout nouveau projet, quand bien même il ne serait pas sur les zones d'accélération, pour précisément obliger et anticiper ces projets et vérifier leur acceptabilité pour la population. Et dernier point pour conclure, moi j'ai été ministre de l'énergie pendant 2 ans, je recevais 5 fois plus de courriers qui me demandaient de débloquer des éoliennes que de courriers qui me demandaient de les interdire. Là aussi c'est des faits. Merci Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais vous donner l'occasion de vous exprimer sur un autre sujet qui n'a pas encore été abordé, la problématique de la pollution de l'air de proximité. En effet, le 14 octobre dernier, le Conseil européen a formellement adopté la directive établissant des normes actualisées en matière de qualité de l'air pour l'ensemble de l'Union européenne. La directive révisée donc elle fixe pour les polluants réglementés donc les objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2030, des objectifs qui se rapprochent pour la qualité de l'air des lignes directrices donc, qui a été donnée par l'OMS et publiée en septembre 2021. Et parmi ces polluants figurent donc les particules fines et les dioxydes d'azote, ce qu'on appelle les polluants stars de la pollution de proximité, polluants qui sont responsables de l'impact sanitaire donc, lié à la pollution de l'air extérieur. L'adoption de cette directive est pour moi une bonne nouvelle dans la lutte contre la pollution. Je voudrais savoir à quelle échéance vous pensez que cette directive européenne sera traduite en droit français. Et d'une manière plus générale, quelle est votre feuille de route en matière d'amélioration de la qualité de l'air, à la fois extérieure et intérieure? Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député, Monsieur le Président du CSE, je crois. Encore? Non? Pardon. Oui. Vous avez raison de souligner l'importance de cet enjeu de la qualité de l'air, puisque c'est 50 000 décès estimés. Alors les chiffres varient, mais on est à peu près dans cette notion-là. C'est également des asthmes, un certain nombre de maladies infantiles qui ont tendance à se multiplier sur le territoire. Et donc, l'enjeu est important. La directive, nous disposons de 2 ans pour la transposer. Donc, elle sera transposée probablement dans un prochain train de DADU, donc les diverses dispositions, etc. Probablement pas forcément celui de 2025, mais certainement celui de 2026. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, vous le savez, avec le travail qui a été fait sur les zones à faible émission, l'enjeu, c'est bien de protéger la santé des Français. Encore une fois, c'est diminuer la survenue d'asthme, de diminuer les bronchiolites, de diminuer les décès précoces. Et avec une politique qui a fonctionné, puisqu'un certain nombre de collectivités locales ont réussi à sortir des zones qui les mettaient en rouge, entre guillemets, par rapport aux normes européennes. Là, nous passons à un nouvel exercice plus roboratif. Et effectivement, il va falloir continuer à baisser les polluants dans toutes leurs composantes. Et c'est bien mon objectif. Madame Manon Meunier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voulais avoir votre avis de ministre de la Transition écologique sur l'accord Mercosur. Sur l'accord Mercosur et l'augmentation drastique de gaz à effet de serre qu'il va engendrer, sur l'accord Mercosur et les 700 000 hectares de déforestation minimum supplémentaire qu'il va entraîner, sur l'accord Mercosur et les 99 000 tonnes de viande bovine que nous allons importer, exposant les éleveurs bovins français qui respectent des normes environnementales à une concurrence absolument déloyale. Est-ce que, comme en mars dernier, vous affirmez toujours aujourd'hui, je cite, que le libre-échange fait vivre l'agriculture? Vous allez certainement me parler de clause miroir, me dire qu'il nous faut cet accord, mais autrement, avec des contrôles. Mais la Direction générale de la santé a sorti une étude il y a un mois qui conclut justement que le bœuf brésilien exporté contient des hormones déjà interdites en France. Et nous savons qu'il existe des scandales de corruption, d'achat de contrôleurs sanitaires. Et vous venez de dire sur l'énergie, justement, c'est intéressant, être souverain, c'est produire ce qu'on consomme. Eh bien, soyons cohérents et appliquons ce principe à l'agriculture en ne ratifiant pas ce traité, quelles qu'en soient les conditions. Merci beaucoup. Madame la Ministre.
Merci beaucoup. La ministre de la Transition écologique va vous répondre, mais tout le gouvernement peut vous répondre, et tous les gouvernements précédents, car ces gouvernements n'ont jamais soutenu l'accord du Mercosur. Et je trouve un peu curieux que vous faisiez semblant de croire le contraire. Cela fait 7 ans que le président de la République, avec les gouvernements successifs, ont réussi à bloquer l'accord du Mercosur. Et je vous dirai de manière totalement cohérente également que le libre-échange, lorsqu'il est correctement négocié, c'est-à-dire les traités de libre-échange qui permettent de réguler l'échange, parce que le libre-échange, ça existe. Nous n'avons aucun traité de libre-échange avec la Chine, ça n'empêche pas la Chine d'importer massivement dans notre pays. Donc on confond un peu les deux sujets. Et un accord comme le CETA est un accord qui, pour le coup, est équilibré. Donc oui, il est vrai, là aussi, regardons les chiffres, que notre agriculture vit très fortement de sa capacité à exporter. En revanche, l'accord du Mercosur, d'un point de vue écologique, mais également d'un point de vue agricole, est un mauvais accord. Merci. Monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, précédemment vous étiez ministre délégué à l'agriculture, aujourd'hui vous êtes ministre chargé de la transition écologique. Par ces deux casquettes, vous devez connaître la SNANC, la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. On a beau être patient, la SNANC on commence à l'attendre depuis longtemps. En effet, inscrite dans la loi climat et résilience de 2022, elle devait être publiée le 1er juillet 2023. Nous sommes en novembre 2024 et toujours aucune stratégie. Pourtant, vous ne l'ignorez pas, les enjeux écologiques en matière d'alimentation sont nombreux. Alors, Madame la Ministre, où en est la SNANC? Quand sera-t-elle publiée ou mise en concertation? Quelle ambition allez-vous y défendre? Merci. Madame la Ministre. Alors, sur la SNANC, ça me permet d'ailleurs de compléter ma réponse précédemment. Je comprends que si Manon Meunier et son groupe politique veut soutenir l'élevage, je compte sur elle pour soutenir effectivement le développement d'ICPE et d'installations d'élevage, par exemple bovin, en France. Parce que ça va aussi avec la dimension de production et de souveraineté. Sur la SNANC, vous avez raison de souligner le retard pris par ces travaux. D'un point de vue technique, les travaux sont assez avancés en réalité, notamment donc, dans la question de la diversification des protéines, la question des référentiels de santé sur lesquels s'appuyer. Et il nous reste effectivement, notamment avec Annie Genevard, à faire atterrir, je crois, les derniers éléments. Pour être très sincère, je n'ai pas de calendrier immédiat à vous donner, mais moi j'estime que c'est un élément de planification écologique et qu'il me semble que nous avons en fait la capacité, pour en avoir beaucoup discuté avec les agriculteurs et notamment ceux de l'élevage, à trouver des rédactions qui soient ambitieuses et qui correspondent à nos modes de vie et à nos choix sanitaires aussi. Merci. Monsieur Lionel Tivoli. Oui, Madame la Ministre, les 19 et 26 octobre dernier, le département des Alpes-Maritimes et en particulier le Pays Grassois dans ma circonscription ont une nouvelle fois été la cible d'événements climatiques d'envergure apportant leur lot de perturbations et de désolations. Inondations, glissements de terrain, fermeture généralisée de nombreuses activités sociales et économiques. Ces épisodes climatiques sont de plus en plus réguliers, sont une menace pour notre territoire. Afin de se protéger de ces épisodes meurtriers qui ne vont cesser de se multiplier dans les prochaines années, il est urgent de revoir nos méthodes d'action, mais surtout de repenser l'adaptation de nos communes à ces épisodes méditerranéens. Facilitation de création de bassins de rétention, protection des surfaces agricoles, fin de la loi SRU. Notre département, lourdement meurtri par les ravages de la tempête Alex il y a déjà 4 ans, ne peut rester sans solution. Les aides de l'État ne compenseront jamais le préjudice moral, les souffrances que subissent nos compatriotes. Quelles solutions comptez-vous mettre en place pour développer les capacités de résilience de nos communes et nos intercommunalités face aux crues et aux inondations qui menacent nos territoires? Je vous remercie. Madame la Ministre. C'est bon, merci beaucoup pour votre question et je ne retirerai rien à votre propos introductif. Je dirais que ma première réponse, c'est que pour lutter contre le dérèglement climatique, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre et je compte sur vous et votre groupe pour soutenir tous les travaux que nous faisons en ce sens, qui supposent notamment de défossiliser notre énergie, qui supposent de développer aussi des énergies renouvelables. Premier élément. Deuxième élément, il faut aussi faire en sorte de lutter contre l'artificialisation des sols et je compte aussi sur votre soutien sur tous les travaux que nous menons en matière de converger vers un zéro artificialisation nette. Pourquoi? Parce que ça contribue
à protéger les Françaises et les Français contre les épisodes que vous mentionnez. Troisième élément, il faut améliorer tout le système de prévention, qui revient sur des épisodes très brutaux comme ceux que vous vivez, qui ne sont pas de même nature que ceux qui sont lents en mode Pas-de-Calais, mais qui sont plutôt sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est d'avoir une micro-localisation des impacts de manière à pouvoir anticiper et prévenir et mettre en place les systèmes de sécurisation et accompagner l'amélioration pour faire face à ces épisodes. C'est les pièges à embâcles qu'on a pu voir, par exemple, dans l'Ardèche, c'est monter des digues, c'est les zones d'expansion des crues, c'est toute l'hydraulicité que l'on doit suivre pour freiner en amont un certain nombre de propositions qui existent sur votre territoire. Et maintenant, il faut accélérer. Merci à vous. Alors, il se trouve que c'est la fin des questions individuelles. Je ne sais pas si vous souhaitez faire des compléments. Peut-être, je vais me permettre, comme ça permettra d'aller jusqu'au bout, parce que je pense que l'adaptation au changement climatique appelle vraiment des plans. Nous, notre objectif par rapport à cela, et je l'ai annoncé aujourd'hui au Salon des maires, c'est de mettre à disposition des communes une ingénierie qui rassemble les compétences de nos opérateurs. Parce qu'un maire n'a pas les moyens de se payer un prévisionniste météo pointu, un aménageur urbain spécialisé dans la lutte contre les inondations ou contre la submersion marine, par exemple, puisqu'il y a d'autres risques qu'il faudra anticiper. Donc toute l'idée derrière ça, c'est de s'appuyer sur l'ADEME et le CEREMA pour tirer l'ensemble de nos expertises. Il y a derrière Météo France, l'ANCT, la Banque des territoires, l'Agence de performance des établissements médicaux, de santé et médico-sociaux. Et donc c'est cette équipe qui a vocation à venir en appui de collectivités locales pour leur permettre de rapidement faire leur diagnostic et de bâtir leur feuille de route stratégique sur les priorités sur lesquelles ils doivent se positionner. On accompagne ces projets ensuite avec les financements dont on dispose. On a le fonds Barnier, on a le fonds vert, puisqu'une partie du fonds vert, c'est le Premier ministre qui l'a précisé, devra être orientée vers l'adaptation au changement climatique. Et puis l'objectif aussi, c'est de s'appuyer sur une logique de prévention et d'assurance pour limiter l'impact des dégâts. Et là, c'est là où toute la question qu'on a posée tout à l'heure sur les assureurs prennent tout son sens. Donc, il y a ces 3 éléments. Et ensuite, il y a la gestion des crues. Et là, c'est un travail commun avec le ministère de l'Intérieur. On a des forces d'intervention de secours qui sont particulièrement qualitative. On l'a vu au moment de l'Ardèche, de la Loire, dans les secours qui ont été déployés par les pompiers, notamment les élitreuillages, dans des conditions très difficiles qui ont été réussis. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'appuyer sur les PCS pour, là aussi, améliorer notre niveau de jeu, je dirais, en matière de gestion des risques, des plans communaux de sauvegarde. Il faut muscler nos PPRI, nos plans de protection inondation, enfin risque inondation. Donc, c'est tous ces objets-là sur lesquels on va travailler en travaillant risque par risque. Risque trait de côte, risque submersion marine, risque RGA qui est un risque au long cours, mais qui est un risque qui peut toucher plus de 10 millions de maisons si on ne fait rien. Risque inondation type épisode Cévenol au Méditerranéen. Risque inondation plutôt type montée des eaux par les nappes phréatiques et depuis la mer. Donc c'est tous ces risques sur lesquels nous voulons nous armer aujourd'hui à partir de 100 cas dès l'année 2025 et qu'on va élargir à l'ensemble des collectivités locales dans les années qui viennent. Sur les autres sujets, je reviens en arrière. Je veux juste préciser une chose, parce qu'effectivement, nous n'avons pas appelé la centrale à charbon de Saint-Avold, mais celle-ci produit pour l'exportation. Donc ce n'est pas une question de notre système énergétique, je le précise. 500 mégawatts en l'occurrence. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, merci d'avoir évidemment accepté cette audition et d'avoir répondu aux questions, aux interpellations des groupes. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin pour la proposition de loi sur le blocage des prix de l'énergie dans le cadre de la niche LFI et l'audition de la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, à 16h30 demain. Voilà, habitude. Non, c'est bon. Donc, bonne soirée à toutes et tous.